Shake. Dans Cheminement, nous donnons la parole à ces femmes incroyables que vous croisez tous les jours, dans la rue, dans le métro ou même à côté de vous au travail. Ces femmes, ce sont vos voisines, vos amies, vos sœurs. Et aujourd'hui, on va plonger dans une histoire particulièrement touchante et révélatrice. Parce qu'à mes côtés, dans cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir Mathilde, une artiste pas comme les autres. Dans ses œuvres, elle peint avec une honnêteté et une profondeur troublantes. Elle dépeint la santé, la douleur, les corps endoloris et des créatures étranges comme les mystérieux mange-pieds. Mais ce qui se cache derrière ces peintures est une histoire bien plus complexe et personnelle. À seulement 27 ans, désolée Mathilde, mais il faut que je le dise, je trouve que tu as une perspicacité et une sagesse qui défient ton âge et qui nous offre un regard unique sur ce que c'est que de vivre avec un handicap invisible. Militante féministe engagée, tu œuvres pour la reconnaissance des handicaps invisibles et à travers ton art et ton activisme, tu challenges nos perceptions, nous obligeant à aller voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis particulièrement inspirée par toi et je suis beaucoup tes péripéties et tes petites victoires sur Instagram. Et donc c'est avec un immense plaisir que je te reçois aujourd'hui. Mathilde, bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis super émue avec toi, je ne sais pas pourquoi. Bienvenue Mathilde. Alors je tiens à dire que cet épisode est très spécial et je vous invite à le regarder. Maintenant, nos épisodes sont filmés, ils sont sur YouTube parce que Mathilde, tu vas nous montrer des choses, comme je le disais. Oui. Hein. C'est pas qu'un teaser dans cette intro. Alors pour commencer, question hyper ouverte, comment tu définirais ton art ? Je pense que mon art, déjà, il a toujours été nécessaire. C'est vraiment une question de survie. Quand on me demande t'as commencé quand à peindre, à dessiner, je vois pas de date de début, quoi. Et ensuite, le définirais, je dirais, peut-être pour le décrire, on va dire dans sa dimension un peu formelle, vibrant, au sens où je suis pas très capable, ni attirée d'ailleurs par les choses trop propres et trop définies. C'est drôle parce que quand j'étais à l'école primaire, j'arrivais pas à colorier dans les lignes. Quand on devait faire des coloriages, ça dépassait. Et en fait, ça n'a pas changé et ça me convient parce que mon art, il est branché en câblage direct avec l'urgence émotionnelle du moment, avec rendre visible l'invisible de la perception. Donc en fait, je dirais ça, nécessaire et vibrant et rendre visible l'invisible. Et il prend plein de formes, je l'ai mal dit, mais tu ne fais pas que peindre, tu dessines aussi beaucoup, effectivement. Je dirais même que... Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu es comédienne, mais moi, je t'ai aussi vue dans un film Douleur peinte, que j'ai vu au cinéma, dans lequel, si tu me laisses le présenter, après, je te demanderai de compléter. Donc, on te filme peindre tes douleurs d'endométriose. Et en fait, ce que j'ai raconté autour de moi, parce que j'étais très troublée, très touchée par ce film, c'est qu'en fait, au début, quand on te voit peindre, tu utilises donc différentes couleurs. Donc, première couleur, le jaune, le orange, le rouge. On dit ça fait mal, mais je pense qu'on est capable de comprendre. Et après, quand tu vas dans les couleurs plus froides, c'est là que moi, en fait, je me suis mise à pleurer en imaginant en fait ce que ça pouvait être pour toi. Et donc, en fait, en peignant ces douleurs sur ton corps, tu montres où tu as mal et à quelle intensité. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce film magnifique ? Premièrement, merci de l'avoir si bien reçu et de lui avoir porté un regard comme tu le décris. C'est vraiment un film qui est un film, on va appeler ça un documentaire de création. Donc c'est un film qui à la fois filme le réel, parce que je joue pas un rôle, je performe ma réalité, mais en même temps, il est inscrit dans un cadre, au sens où c'est pas un documentaire qui me suit d'un rendez-vous médical à l'autre. Il s'inscrit dans un cadre, dans une proposition qui est un dispositif qui a été proposé par mon conjoint, qui est donc réalisateur et qui est à l'initiative de ce projet. Son point de départ à lui, ça a été de dire en fait, quand on me demande comment elle va Mathilde, ou moi, quand on me demande comment tu vas, il faudrait vraiment 20 minutes pour répondre correctement à la question. Donc il a dit je vais faire un film de 20 minutes pour répondre à cette question. Et
Et ensuite, oui, peindre les douleurs sur le corps, ça me touche que tu dises que les douleurs, effectivement, quand je peins en bleu, que les douleurs qui sont peintes en couleur froide, on passe à un autre niveau parce qu'effectivement, c'est des douleurs pour la plupart du temps qu'on n'imagine pas. A priori, moi, je raconte au départ l'endométriose et ensuite, derrière la maladie, le second diagnostic qui est l'hypersensibilisation centrale. Et donc, c'est le cerveau qui fait un effet Larsen, quoi, du signal de douleur. Et donc, on se retrouve à avoir des douleurs. Je finis peinte de la tête aux pieds, en fait. On a des douleurs de la tête aux pieds. On dirait presque des peintures de guerre, parce que t'en as sur le visage à la fin, c'est hyper complètement fort. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas répété, par exemple. Et c'est toute la dimension réelle de cet objet qui est un documentaire. C'est-à-dire que moi, je vois pas ce que je fais, donc je peins à la sensation, mais je me vois pas en train de me peindre. Mais c'est quand même un documentaire à la fois sur la douleur, mais sur la relation des dents aussi. Parce que finalement, il existe ce documentaire parce qu'on est dans la relation entre mon conjoint qui filme et qui pose des questions, et moi qui me promène dans ces questions, qui me laisse guider aussi. Ça aurait pas été possible toute seule, en fait. Et on sent aussi son œil hyper bienveillant dans la façon qu'il a de filmer, presque en... Je sais pas si on dit en caméra embarquée, mais il la garde avec lui, il la tient avec ses petits bras, là. Non, mais exactement, parce qu'en fait, il faut imaginer que c'était une double performance. C'est-à-dire que moi, déjà, physiquement, c'est une épreuve. Je suis debout, je me peins dessus, on a bâché l'appartement. Et je pense pas que notre propriétaire ait encore vu le film, sinon on aurait eu des informations, des nouvelles. En tout cas, c'est une double performance. Je me peins dessus, et lui, il porte la caméra qui est hyper lourde, et il me suit. Et le tournage a duré 1h20, après il a fait un montage. Et donc, en fait, il me suit, et il a fait ce choix, qui est son travail actuel, en fait. Son travail, ça s'appelle ciné-chamanisme, et lui, il s'appelle Thomas Cosfeld. Il a fait ce choix de filmer avec une focale fixe, qui fait que c'est la zone de flou, la zone de netteté dépend de sa proximité avec moi. Donc, il est obligé de danser avec la distance qui est entre nous deux pour travailler sur cette proximité. Mais c'est en faisant ce choix-là que le regard porté est si doux. Parce qu'en fait, tu aurais pu filmer avec un portable, par exemple, et ce serait très médical, ce serait très froid, très objectifiant. Alors que là, c'est très enveloppant. Il a réussi à mettre en scène une posture d'aidant à caméra, qui est une posture très douce et qu'en fait, les gens le perçoivent. Et c'est assez touchant. Il y a une dame qui nous a dit... En fait, ce qui est beau dans votre film, c'est qu'on se voit soit en tant qu'aidant, on se dit mais comment j'approcherais mon proche que j'aime et qui est si malade. Et donc effectivement, on le voit lui trouver un chemin pour m'approcher et nous trouver un chemin. Oui, et d'ailleurs, non mais je rigole parce que trouver un chemin, je me souviens du début où Oui, où je l'engueule un peu, ouais. Ouais, où tu l'engueules complètement. Complètement, parce qu'en fait, au début, il me posait cette question hyper type documentaire classique, en mode « Bon Mathilde, est-ce que tu veux bien nous parler de ceci ?» tu vois. Et là, j'avais l'impression qu'il appuyait sur un bouton en attendant une sorte de « Vas-y Mathilde, fais-nous le paragraphe sur tel sujet. » Et moi, j'étais là « Excuse-moi, on n'en est pas... Enfin, on est tous les deux dans la même situation, là. On est dans une histoire, tu vois. On vit quelque chose, donc tu me fais pas ton petit documentariste. » Mais cette intro et en fait, est géniale. C'est une intro qu'il a gardée, parce qu'il dit c'est vrai que ça l'a aidé à ce qu'on se mette dans notre double performance. Moi, j'ai vu et j'aimerais, si tu le souhaites, que tu puisses nous montrer un peu tes dessins. C'est beaucoup, je trouve, quand on les voit, on sent ce besoin. Alors, encore une fois, tu as le droit de me dire non, c'est pas du tout ça, Marguerite, ce que j'ai voulu faire. Mais moi, ça m'intéresse que tu me dises que toi, tu y vois. Moi, je vois beaucoup de douleur, en fait. Comment t'es venue cette idée de peindre la douleur? C'est vrai que c'est pas un thème en peinture qu'on retrouve souvent. On a beaucoup vu la guerre, on a beaucoup vu je sais pas pourquoi ce mot me vient en anglais, l'après-guerre, les corps déformés, les corps mutilés, mais on voit peu souvent des corps malades. Comment ça t'est venu? C'est effectivement toujours dans cette idée de rendre visible l'invisible. Je suis sûre que la douleur chronique isole. La douleur chronique, c'est vivre avec l'alerte incendie dans la pièce en fait qui sonne en permanence. Et que personne d'autre entend. Et que personne d'autre entend. Et en fait, c'est d'une solitude absolue. Et c'est triste parce que ça distancie les liens, je trouve. Et moi,
j'ai eu besoin, on va dire, entre guillemets, de me rendre justice aussi, parce que la douleur chronique, tu en es le seul ambassadeur dans le monde. C'est-à-dire que si tant est que tu fais bonne mine, on ne sait pas que tu as mal. Si tu te bats pas terriblement pour être prise en charge, on est très très mauvais collectivement à prendre en charge la douleur chronique. Donc à tous ces niveaux, que ce soit dans le niveau de la relation interpersonnelle ou dans le niveau du soin, c'est toi qui fais exister ta douleur, tu vois. Alors que, donc paradoxalement, tu deviens son ambassadeur, alors qu'à titre intime, c'est vraiment comme une sorte de bête qui te poursuit, quoi. Donc c'est un rapport très très paradoxal à la douleur. Et ensuite, moi j'ai voulu dessiner la douleur et j'ai voulu la dessiner à travers la transformation des corps. Parce que moi je me sens comme ça, mais je me sens habitée et déformée principalement parce que mon attention, elle peut être attirée par certaines zones de mon corps du fait de la douleur. Un peu peut-être comme, je sais pas si vous avez déjà vu ces images, la représentation du corps humain avec une proportionnalité des parties du corps en lien avec la sensorialité. Donc si tu as plein de nerfs dans les mains, tu as des très grosses mains sur le personnage. Si tu as plein de nerfs dans la bouche, c'est une très grosse bouche. Mais tu as assez peu de nerfs sur la rotule, donc tu as des petits genoux. Et ça fait un personnage assez intéressant avec un assez gros visage, des grandes mains, des grands pieds. Et donc ça, c'est... Bon, voilà, j'aime les corps distordus. Mais je peux carrément te montrer. Ce sont les fameux manche-pieds. Donc ceux-là, ce sont des... Mais j'en ai... les manche-pieds, ceux que j'appelle moi les manche-pieds, ce sont spécifiquement des peintures. Tu vois, que je peux être... si on peut commencer par ça. Enfin, qui sont à l'acrylique. Ça, c'est des encres qui sont globalement un peu mes premières recherches de corps distordus. Donc en assumant qu'il n'y ait pas de possibilité... Enfin, que ce soit pas réel, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'être dans des positions pareilles. Mais par contre, cette espèce de boule un peu informe et ces couleurs qui sont un peu... moi, je trouve... froide et on va dire un peu lugubre. Finalement, j'aurais jamais cru peindre en marron. Caverneuse. Voilà, tu m'aurais dit on va peindre en marron, j'aurais jamais dit mais qu'est-ce que c'est cette couleur. Bon voilà, et donc moi ça m'apaisait, je me sentais. Et ça, c'est des positions où quand on a très très mal, on a envie de se mettre comme ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, quand t'as très très mal, tu cherches, tu te tournes dans tous les sens. Voilà, donc là je les ai reprises en essayant de voir si le corps pouvait être blanc et donc dégager une forme de lumière. Et voilà, donc c'est toujours pareil, j'ai cherché à... Oulala. Oh, pardon. Non, c'est moi, j'ai cherché à décliner. Tiens, regarde, est-ce que tu peux... Oui. À décliner, donc avec cette logique des... Là, c'était la représentation de la bête, entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce que tu es envahi par une présence, et c'est étonnant cette présence comme elle te coupe du monde et qu'elle t'obsède. Ça me fait beaucoup penser aux monstres quand on était petit, les monstres dont on avait peur. Exactement. Et dans l'esprit des parties du corps, j'ai une passion pour les gravures et les illustrations de biologie scientifique. Moi, j'ai fait des études de biologie, je suis agronome. Donc, j'ai eu beaucoup de gravures comme ça et j'étais plus intéressée par leur dimension artistique. J'avais envie de les combiner, de les colorer. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup travailler sur des images comme ça, très, on va dire, anatomiques. Et là, j'ai pas mal cherché du côté des bassins à avoir une dimension un peu anatomique et un peu du dessin animé aussi, parce que réellement, là c'est pas très sérieux, je pense. Des scientifiques seraient un peu contrariés ici. Ici, on a des poumons et une vulve, et la vulve, elle est pas... Enfin, t'as jamais une vulve comme ça qui est aussi solaire, quoi. Mais, tu vois, on retrouve un peu ce que j'aimais dans Douleur peinte, qui sont des couleurs chaudes, et ces lignes bleues qui, normalement, te mettent un coup de fouet qui s'ajoutent. Bon, voilà. Alors, attends, je vais te retrouver les manche-pieds. Voilà. Alors, oui, c'est eux. Ça se passe la figure. Peut-être je vais le mettre comme ça. Donc, est-ce que là, tu les vois bien ? Oui. Oui, ok. Donc, ici, ce sont les manche-pieds. Ce sont des peintures acryliques que j'ai fait en revenant d'une expo sur Bacon, qui est un peintre comme ça qui va faire un style que j'aime bien, parce qu'il n'est pas très réaliste, déjà. Et ensuite, avec des personnages un peu, pareil, distordus. Il va s'autoriser de l'anatomie libre. Qui a beaucoup travaillé justement sur les corps après la guerre. Oui. Enfin, je veux dire, toute la période après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et donc là, les personnages, les mange-pieds, pour moi, c'est des personnages qui se mangent eux-mêmes. Un peu dans l'esprit de cette peinture de Goya, Saturne dévorant ses enfants, qui est assez trash. Et
Ça peut paraître un peu cringe, mais j'y trouve beaucoup d'apaisement en réalité parce que celle-ci là, je l'ai refaite à l'encre. Celle-ci, il est vraiment en train de manger ses 2 pieds et je sais pas comment dire, il y a une sorte de réalité dans la douleur Bah oui, chronique. non, pardon, je rigole, mais c'est pas parce que c'est drôle, je rigole parce que enfin, je trouve que c'est très réaliste, le côté douleur qui rend fou. En fait, Voilà. ils mangent leurs pieds, je pense, parce qu'ils en peuvent plus. C'est pas un choix. Ils aiment pas ça au Non, petit-déj. c'est exactement ça. C'est tu manges, enfin, entre guillemets, des fois, tu penses à t'auto-attaquer. C'est réel, hein, parce que comment je reprends la main sur ce qui m'arrive et qui m'échappe pleinement. Voilà, globalement, certaines pistes. Et après, en quelques mots, je peux vous montrer celles-ci qui sont des peintures. J'ai peint à l'encre de Chine mes IRM. Donc ça, c'est une IRM, tu vois, en bas, on voit l'arrêt des fesses et le gras des fesses qui est posé sur la planche de l'IRM. Là, on voit le ventre, en fait, la zone claire, c'est du gras, et donc on voit le creux du nombril. Et on voit, on reconnaît les os, les muscles, la cavité vaginale et peut-être de l'utérus plutôt. Et au-dessus, là, ce sont les viscères qui vont être en gris. Et ça m'a vachement apaisée aussi. Parce que c'est cathartique. Oui, c'est cathartique. C'est cathartique parce que ça m'agace que des images de moi, encore plus de l'intérieur de moi, soient possédées par des médecins, mais que moi, je les ai pas, tu vois. T'avais besoin de te les réapproprier. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui regardent à l'intérieur de toi quand même, hein. Et quoi qu'ils en disent, ils fabriquent des images de ça. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça. Voilà un peu pour le tour d'horizon. C'est incroyable de voir en fait comment ton art évolue constamment. Bon, après, je sais que tous les artistes c'est pareil, hein, mais c'est sur combien de temps là? Là, ce book, en fait, il s'étale sur les 4 dernières années, je pense. Mais pour moi, il y a une vraie continuité, c'est-à-dire il y a une évolution. Et c'est vrai que si par exemple, je prends juste les dernières, si on peut le tenir, les dernières, ça va être des corps qui vont être un peu plus hybrides. Donc des corps qui vont toujours pas être très définis, mais par contre qui vont s'hybrider avec des couleurs, avec des taches, avec des plantes. Et ça commence à parler de autre chose. J'en suis plus à l'urgence. Plus apaisé. Oui, c'est ça. J'en suis un peu moins à l'urgence de dire mais je souffre et c'est réel. J'en suis un peu plus à me dire en fait on va s'éloigner de la norme dans la joie. On va trouver un chemin spécifique. Donc ça, tu vois, c'est un peu là où j'en suis en ce moment. S'éloigner de la norme, c'est génial. Ça me fait une transition toute trouvée pour les autres sujets que je voulais aborder avec toi. Vraiment, ce qui m'a frappé chez toi, c'est comment t'es parvenu à avoir un tel regard de haut et à comprendre, en fait. Enfin, je trouve que tu as cette capacité à être très objective aussi, tu vois. Rien que quand tu dis je veux pas qu'ils aient cette image de moi, c'est vrai quand on y pense. Enfin, comment ça se fait que tu y as pensé Quand tu dis objective, est-ce que tu vois que cette capacité de voir les choses de haut et de théoriser aussi et d'organiser, tu vois, cette pensée. Ah oui. Dans ce sens-là, je comprends bien la question. Mon entrée dans cette approche-là, ça a été le féminisme, hein, comme nombreuses d'entre nous. Enfin, en fait, quand tu sens des choses qui t'arrivent et sur lesquelles t'as pas prise et qui te font souffrir, il y a un moment où tu te rends compte que c'est pas ta vie à toi, c'est une structure et que c'est la vie de beaucoup de personnes qui ont des points communs avec toi. Et donc, c'est ce qui se passe quand tu comprends que se faire harceler dans la rue ou avoir peur d'une certaine violence ou être dénigré sous prétexte que tu es une femme, c'est pas ton histoire personnelle, c'est une histoire collective. Et, moi, je pense que l'injustice me secoue énormément. Et je trouve aussi de l'apaisement dans le fait de comprendre en fait que ce qui m'arrive n'est pas à propos de moi, entre guillemets. C'est-à-dire, tu vois, ça veut pas dire que la violence, elle est moindre, mais quand tu te fais harceler dans la rue, tu sais très bien que cette personne, elle te sollicite, elle te sexualise parce que tu es une femme, pas parce que tu es toi. C'est sociétal, pas personnel. Voilà, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que ton karma te punit, entre guillemets. Enfin, il n'y a rien en rapport avec nous. Et donc, ça me donne déjà un apaisement de ce côté-là. Et ça me donne surtout un apaisement du côté du pouvoir d'agir. Parce qu'après, tu te rassembles, tu te racontes une histoire commune, tu te répares, tu comprends ce qui t'est arrivé. Donc, moi, j'ai vécu ça du côté de la santé et du côté du handicap.
Premièrement, je l'ai vécu en comprenant que mon errance médicale, elle était due au fait qu'on avait une santé très sexiste. Enfin, l'endométriose, je t'apprends rien, mais c'est quand même une maladie qui était décrite dans l'Antiquité et qui est enseignée en médecine que depuis 2020. Le delta est énorme. Et ensuite, c'est une maladie qui provoque des symptômes hyper larges et hyper variés et pour lesquels on va toujours, en fait, toujours être remise en cause. Notre parole en tant que femme, et encore plus si on est une femme racisée, va être terriblement remise en cause. Le niveau de douleur qu'on raconte n'est pas pris au sérieux. Il y a énormément de témoignages de personnes qui disent bon, mais elle n'a pas le rictus de la souffrance. Et c'est très marqué. Hein. Je te donne un exemple. On avait projeté le film Douleur peinte dans un congrès genre et gynécologie, qui donc analyse avec des outils de sciences humaines les pratiques gynécologiques. Il n'y avait aucun gynéco dans la salle. Hein. Il n'y avait que des enseignantes, chercheuses. Il y a quasiment que des femmes. Vient me voir une jeune sage-femme qui me dit écoutez, j'ai séché les cours pour être là aujourd'hui, pour comprendre, en fait, avoir du recul sur ma pratique. Déjà incroyable. Elle me dit je viens de voir votre film et sur la douleur et ça me fait prendre du recul. Je me dis et si en fait on avait maltraité des patientes. Elle dit parce que moi je fais ce que le médecin-chef me dit et le médecin il dit elle dit qu'elle a mal à 8 sur 10 ou à 9 sur 10, mais elle n'a pas le rictus de la douleur, donc c'est probablement que c'est supportable. Et ça, mais moi, ça me met hors de moi parce que il faut croire les gens. Il faut croire les gens de ce qu'ils leur disent. Donc ça, c'était une première prise de hauteur. Donc, la santé des femmes et la question féministe de la santé des femmes. Et la seconde, ça a été celle du handicap. Clairement, c'est de dire le handicap comme le fait d'être une femme, comme la question de la race au sens social du terme, ben, c'est un construit. C'est-à-dire, on n'est pas handicapé pareil en fonction de la société dans laquelle on est. Est-ce que tu connais l'expression chausser les lunettes du genre? Complètement, exactement. Eh ben, pour les auditeurs, auditrices et auditeurs qui ne savent pas, en fait, c'est une façon d'expliquer qu'il y a un peu un avant et un après, après avoir pris conscience de toutes les choses qui sont différentes pour les femmes et les hommes. Moi, par exemple, je m'en suis rendu compte très tard pour le féminisme, mais avec toi, je m'en suis rendu compte de la même chose pour le validisme. Et c'est un autre des combats que tu mènes, un travail de sensibilisation au handicap que tu réalises pour permettre aux gens de chausser les lunettes du validisme finalement. Comment tu as entrepris ce travail de sensibilisation? Est-ce que tu peux expliquer aussi un petit peu cette théorie que peut-être d'autres ne connaissent pas? Merci beaucoup qu'on aborde ce sujet. À titre personnel, moi, en fait, je suis tombée en handicap, enfin progressivement, mais les douleurs se sont installées et ont eu des répercussions dans ma vie qui ont été très, très handicapantes, justement, qui m'ont empêchée de vivre plein de choses. On dit souvent que l'endométriose, c'est une maladie très handicapante. Complètement. Hein, j'avais jamais réfléchi. Il y a un gros pourcentage des personnes qui ont de l'endométriose qui ont des douleurs handicapantes, mais par contre, il y en a assez peu qui assument de dire « je suis handicapée ». Et donc, moi, j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, le handicapé, c'est peut-être moi. C'est-à-dire, tu sais, c'est un coming in. C'est comme on fait quelques parallèles, ils sont pas totalement parfaits, mais entre le fait que parfois tu fais un coming in queer, donc tu dis, ah tiens, je suis homosexuel, ah tiens, je suis bisexuel, mais tu le dis pas aux autres, mais toi, tu réalises en fait. Tu réalises que c'était là. Ça, je l'ai vécu pour le handicap. Et en fait, au début, moi, quand j'ai comme ça perdu de plus en plus ma capacité à fonctionner au travail, t'es éjecté. Quand t'arrêtes d'être un corps productif, t'es éjecté de la sphère du travail, mais du coup, t'es éjecté aussi de tes droits en tant qu'humain dans la société. Et là, mais moi, je l'ai vécu comme une sorte d'effondrement. Je me suis dit, mais donc, j'ai raté, quoi. J'ai raté le fait d'être en plus, le passage à l'âge adulte, le côté fin des études, début du travail. Je me suis dit, j'ai raté, je suis trop faible. Et là, je le voyais comme ce qu'on a collectivement comme cliché autour du handicap, c'est-à-dire je me disais je suis donc une infirme ou une inadaptée ou je suis inapte. Et j'ai entendu des podcasts surtout d'interviews de personnes qui sont des handis et qui sont aussi militantes et qui discutaient en disant comment est-ce qu'on peut quel univers on se souhaite pour vivre mieux tous ensemble. Et à un moment il y avait une question qui disait est-ce que tu considères que le handicap, c'est intégralement la faute de l'environnement? Et moi, je me dis comment on peut poser cette question-là? Et donc, en fait, cette question elle venait du fait que la définition du handicap pour laquelle on lutte, c'est une définition contextuelle. Donc, dans la loi de 2005, qui est la loi pour
l'égalité et le droit à la citoyenneté pour les personnes handicapées, on assume de dire le handicap, il est relatif à ton contexte. C'est-à-dire que une personne qui a des lunettes, elle va pas dire elle est handicapée. Tu vois, si j'ai fait une conférence sur le sujet, une conférence gesticulée, je dis qui se définit comme handicapé. Conférence gesticulée. Pardon, c'est une conférence où tu racontes un peu ta vie aussi pour que ce soit moins protocolaire, moins scientifique et moins ennuyeux, a priori. Donc, je demande qui se sent handicapé et il y en a une nana au premier rang, elle a des lunettes et elle dit pas du tout moi. Et donc, après, je vais la chercher, je dis alors comment tu t'appelles et pourquoi tu veux pas être handicapé avec nous, tu vois? Et elle nous dit il me semble pas. Et je lui dis mais si t'as pas tes lunettes, qu'est-ce qui se passe? Et elle nous dit si j'ai pas mes lunettes, je peux pas conduire, je peux pas lire. Je dis t'es super handicapé. En fait, t'es pas handicapé parce qu'en tant que société, on s'est organisé pour que tu aies des lunettes, pour que ce soit remboursé par la Sécu, pour qu'il y ait des opticiens partout. Et ça, c'est bien la preuve que c'est une question de contexte. Parce que j'ai une copine qui est en fauteuil roulant, elle est super handicapée, entre guillemets, parce que tout ce qui l'intéresse est inaccessible. Elle est lesbienne, elle va dans les espaces queer, et en fait, c'est toujours des espaces qui sont dans des tout petits lieux, avec des toilettes au 4e étage ou au rez-de-chaussée avec des escaliers tortueux. Donc là, j'ai découvert qu'en fait, c'est une question de contexte et que les différentes manières d'être vivant des corps ne méritaient pas qu'on soit déclassé, qu'on soit passé d'un humain qui a des droits à une sorte de sous-humain tel que je l'avais vécu. Je trouve ça incroyable qu'on n'y ait pas pensé avant. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle les Dévalideuses. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an que je leur demande de les rejoindre et que j'adore tout ce qu'elles font, mais en fait, les collectifs, c'est beaucoup de temps et donc ça avance progressivement. Là, ce qui est chouette, c'est que depuis cette rentrée, on a pu passer à l'action très concrètement. Et donc, jusque-là, c'était plutôt c'était un travail génial de pédagogie et de partage de ressources et des outils pour, par exemple, 31 résolutions. J'arrête le validisme, tu vois. Donc, tu apprends plein de trucs dans ces 31 résolutions. Tu apprends que, par exemple, une personne handicapée n'est pas, définie par son handicap. Elle a des problèmes comme toi et moi, elle se demande qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. Et tu vois, elle se dit quelle vie affective je veux, quelle vie professionnelle je veux. Mais aussi d'autres choses assez, je sais pas comment dire, que des sortes de conseils de posture en disant par exemple à toujours croire ce qu'une personne te dit en termes de ses habilités. Donc si la personne a dit je peux pas tenir debout longtemps mais qu'elle a l'air de bien tenir debout, tu l'écoutes. Tu dis ok, elle tient pas debout longtemps, donc on lui donne une chaise. Et donc il y en a plein, il y en a 31 comme ça qui sont assez concrètes. Donc voilà, les dévalideuses jusque-là c'était très de la pédagogie, très, très utile et très important. Et là, cette rentrée, on a fait 2 actions très concrètes. Une première, surtout en septembre, qui était donc on était une vingtaine de personnes handicapées. On a bloqué le métro des Invalides. Déjà parce que le jeu de mots était bien. Et ensuite parce que le terme d'invalide, il est insupportable. C'est vraiment un terme hérité de cet ancien modèle du handicap, qui est le modèle médical. Ce modèle médical, c'est les corps doivent être redressés et doivent être rapprochés de la norme. Si ton corps n'est pas près de la norme, on va le mettre dans un institut, dans un hôpital, et on va lui faire vivre des choses très fortes, potentiellement douloureuses, pour qu'il se rapproche de la norme. Mais ce qui ne veut pas dire pour que tu souffres moins, pour que tu aies une meilleure vie, qu'il se rapproche de la norme. Et soit normal. Voilà, pour que tu sois normal. Et normal, moi, c'est mon problème, c'est que normal, c'est pas n'importe quel normal, c'est productif. Productif dans un monde du travail. Et c'est ça qui est pour moi hyper problématique. Qui discute de la norme? Est-ce qu'on s'est posé démocratiquement pour discuter de c'est quoi le normal vers lequel on veut tous tendre, tu vois? Et donc voilà, donc l'invalide, c'est vraiment un héritage de ce modèle médical qu'on essaye de quitter collectivement pour aller vers ce que je te racontais, le modèle social. Le modèle social, c'est dire le handicap est une rencontre avec une manière d'être vivant, entre une manière d'être vivant et un contexte social et collectif. Donc, ce que je te disais, en Grèce antique, être aveugle, c'était considéré peut-être comme une bénédiction parce que tu voyais mieux. Tu étais plus à même de voir la vérité, par exemple. Tu vois, donc c'est vraiment une question de contexte social. Bon, voilà, donc on a bloqué les Invalides. Déjà pour le nom de la station de métro, aussi parce qu'il n'y avait qu'une sortie, donc comme ça c'était efficace. Et c'était très puissant parce que les personnes handies n'ont pas accès à l'espace public. On est éjecté de l'espace public qui est terriblement hostile, d'autant plus si tu es un handi à roues, en fauteuil roulant. J'ai appris en côtoyant des copines en fauteuil roulant que j'étais une bipède.
Tu vois, donc Bah oui. comment on désigne ceux qui sont pas en fauteuil roulant? On dit, bon, les bipettes, vous mettez à gauche, les fauteuils, vous mettez devant la sortie. Et donc, c'est magnifique. On a été vachement soutenus aussi par plusieurs médias, Mediapart, on est passé à France 2, France 3, Cosette aussi, qui a fait un article dessus. Et bon, voilà. Donc, l'objectif pour nous, c'était de dire, vous n'aurez pas la paix tant qu'il n'y aura pas de justice, vous n'aurez pas la paix tant qu'on n'aura pas l'accessibilité. Et vous nous bloquez, donc on vous bloque. Et par contre, il y avait des gens qui réagissaient assez mal. Ah bon? C'est assez impressionnant. Moi, je pensais, quand on allait faire l'action, que ce serait très tranquille parce que il y a un aura du handicap. C'est-à-dire, tu vas pas embêter une personne en fauteuil roulant. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la honte morale, quoi, d'embêter quelqu'un qui est handicapé. Mais là, il y a des gens, ils étaient à fond, quoi. Il y a des gens, ils ont vraiment essayé de forcer le passage sur les vidéos, autant de France 2 que de Mister Mondialisation. Tu peux voir, moi, j'essayais de tenir un côté. Et il y a un mec qui s'approche et qui a vraiment fait une sorte de pression physique, quoi. Il s'approche beaucoup trop de moi en disant je vais passer, je vais passer. Il y a des gens qui disent mais j'ai rendez-vous, je dois y aller. On dit bah là, vous allez attendre 25 minutes. Nous, on bloque 25 minutes. En fait, il faut comprendre que 93% des stations de métro à Paris et en Ile-de-France sont inaccessibles. On avait vu d'ailleurs, moi j'avais vu des vidéos brutes où en fait il montre avec un mec en fauteuil roulant à quel point il ne peut pas voyager du tout. Et soi-disant dans la 14, il disait ah mais dans la 14 il y a des escalators, viens on y va. Mais en fait il peut pas accéder aux escalators parce qu'il faut d'abord prendre des escaliers. Waouh, ok. Oui, c'est ça. En fait, si on fait 2 secondes l'argumentaire, les gens ils vont te dire oui, mais le métro de Paris, il est impossible à mettre aux normes parce qu'il est vieux, etc. Mais pour donner un exemple, nous on dit c'est une non-volonté politique parce que il y a plus de la moitié des stations qui sont pas vocalisées. Alors que vocaliser, c'est pas une dénaturation du site classé. Vocaliser, c'est faisable. Et en fait, ça permettrait à toutes les personnes malvoyantes ou aveugles d'être incluses dans le métro. Et ça, c'est pas fait. Donc, c'est pas qu'une question de faisabilité technique. Dans les commentaires des vidéos, on a 350 000 wannabe ingénieurs qui nous disent mais non, mais là, techniquement, c'est vraiment pas faisable. Il y a énormément d'autres villes qui ont trouvé des alternatives, y compris sans transformer en fait le métro. Et en fait, cet exemple de l'accessibilité des transports, pour nous, c'était une clé d'entrée pour dire globalement la société est hyper validiste. Il y a 20% des enfants handicapés qui vont pas à l'école, qui sont pas scolarisés correctement. Il y a une grosse partie des personnes handicapées qui sont en dessous du seuil de pauvreté. La France est une championne pour rétrograder dans ses engagements d'accessibilité. En 2005, il y a une loi donc, qui a dit qu'il faut qu'on construise des logements accessibles. Et la France, elle recule, elle donne des dérogations partout. Il y a des gares, la gare de Toulouse, elle est accessible, je crois, que depuis quelques mois. Et en fait, c'est des exemples concrets, mais globalement, la forme du validisme est très, très large. Ça prend plein de formes, autres que ces formes-là qui sont très politiques publiques. Il y a du travail, en somme. Il y a grave du travail. Déjà parce que le mot n'est pas connu. Ouais. Tu vois, on connaît racisme, on connaît sexisme, et donc validisme, c'est exactement le même principe. Tu dessines des BD? Je sais parce que j'en ai une chez moi qui explique avec un humour décapant ce qu'est l'endométriose. En gros, c'est plein de petites scénettes de vie hyper... en fait, c'est très drôle parce que ça va être par exemple, bah oui, quand tu as une endométriose, tu gères super bien la douleur et c'est pas du tout un problème pour sortir faire des karaokés et t'as une nana moitié en train de ramper qui essaie d'attraper le micro du karaoké. Est-ce que l'humour c'est ton arme secrète pour éduquer le public sur la douleur chronique ou les handicaps invisibles? C'est carrément mon arme secrète, plus trop secrète, mais oui, complètement. Et je pense qu'on en a besoin spécifiquement pour les questions de validisme et de handicap parce qu'il y a une forme de... je sais pas comment dire, de stress collectif. Je vois qu'il y a des collectifs, par exemple, ou des groupes qui vont pas oser, qui déjà n'ont pas idée de la question, et qui ensuite, quand ils ont idée de la question, ils ont tellement peur de mal faire qu'ils vont pas s'y mettre, à se dire, bon, c'est quoi rendre un événement accessible? Allez, on se remonte les manches. Et moi, j'ai un peu envie de dire, faisons du lien, tu sais, je suis un peu dans la team de dire, mais en fait, si on explique bien, on devrait quand même mieux se comprendre. Et donc, j'essaye comme ça, là, dans la BD dont tu parles, je suis quand même dans l'autodérision à fond, parce que le titre, c'est avoir de l'endométriose, c'est très pratique. Et concrètement, pas du tout. Et en même temps, c'est une manière aussi de beaucoup rire du fait que c'est très contraignant, et nous, on fait de notre mieux, mais notre mieux, il est pas incroyable. Hein. Enfin, tu vois. Bon, voilà. Donc, oui, carrément. J'essaie absolument que tout le monde se sente amusé, inclus, partie prenante
pour pouvoir se dire ah ouais, j'ai appris des choses et ça va me servir. Pour pas se dire oh, je me suis fait engueuler là. Et bah, c'est exactement le retour que j'ai eu, puisque bon, je te l'avais déjà dit, mais je l'ai mise dans mes toilettes, cette BD, pour que les gens la voient. Toutes mes BD sont dans les toilettes, mais ça ne me vexe pas. C'est l'endroit où on apprend le plus de choses après la fac, je pense. Et c'est là où tu as le plus de retours. Et j'ai eu souvent, très souvent, des amis qui me disent ça m'a fait penser à toi. Et j'ai trouvé ça mignon parce que j'ai dit bah oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pour que vous compreniez, et puis pas que moi, mais aussi les autres, de ce que c'est que de vivre avec un handicap comme ça. Donc en tout cas, sache que ta sensibilisation, je pense qu'elle est en cours à travers tous les dessins que tu as faits, et notamment ceux que tu mets aussi sur Instagram. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que les réseaux sociaux, et donc particulièrement Instagram, où tu mets plein de choses, influencent en fait à la fois ton parcours artistique, mais aussi ton parcours militant? Les réseaux sociaux sont une bonne manière de se sentir moins seul, premièrement, parce qu'en fait, c'est drôle, l'autre jour, il y a une amie qui m'a dit: «Oh, j'ai vu que tu postais plein de trucs en ce moment, ça veut dire que tu vas bien». C'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que je poste plein de trucs quand je suis bloquée dans mon lit, et quand je poste plus rien, ça veut dire que je gambade dans la forêt. En mode Frida Kahlo. Comment? Oui, comme Frida Kahlo, vraiment. Et donc, c'est une première chose, c'est que ça fait du lien, en fait. La lutte sur Internet a permis la création de collectifs de lutte handi comme les Dévalideuses en 2018 et le CLÉ, collectif de lutte pour l'émancipation des personnes handi. C'est deux collectifs assez récents et qui finalement se trouvent totalement en fonctionnement en ligne. Les Dévalideuses se sont rencontrées toutes la première fois au mois de septembre cette année, en 2023, alors que ça existe depuis 5 ans du coup. Donc oui, ça c'est très puissant pour constituer des rencontres et rencontrer ses proches, en fait ses pairs au sens P-A-I-R-S. C'est puissant aussi pour se sentir moins seul, mine de rien. Il y a quand même pas mal de gens qui assument de témoigner de leur parcours de santé. Tu dis ok, j'ai vraiment vécu des choses qui font sens collectivement. À titre personnel, ça m'aide beaucoup parfois j'ai des intuitions et je demande en fait aux gens de témoigner. Et j'adore la matière de témoignage des gens, enfin sûrement comme toi, puisque tu fais des podcasts. Oui. Et ça me permet aussi de me sentir porte-parole de quelqu'un, d'avoir l'impression de travailler à une chose utile. Après, artistiquement, justement, la peinture, c'est un endroit que je mets pas trop sur Instagram parce que le réseau social aime pas, enfin, l'algorithme n'aime pas du tout ce genre de truc. Et aussi parce que je suis un peu plus intime avec la peinture. Donc de ce côté-là, ça va moins m'influencer, je pense. On arrive à la fin de cette interview. Bien sûr. Ma dernière question pour toi, c'est je sais que tu en as plein des projets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les projets sur lesquels tu travailles actuellement, l'avenir? Complètement, l'avenir, comme Douleur peinte, qui était un court-métrage, a quand même bien marché, au sens où je suis impressionnée, mais il est sur Internet, donc il est visible. Il a plus de 8000 vues pour juste un court-métrage qu'on a partagé sans trop de communauté au départ. Et surtout, il a des commentaires qui sont décapants, quoi. Il y a des gens qui disent genre, j'ai enfin pu parler à ma famille, ils ont enfin arrêté de dire que j'étais feignante. Donc ça, c'est très, très puissant. En constatant ça, toujours avec mon binôme conjoint artiste, on prépare un projet de documentaire long métrage. Donc un peu dans le même esprit. Le court métrage, c'était se peindre les douleurs. Le long métrage, ça va être les images qui soignent. Donc là, exactement en fait le cheminement qu'on a eu ensemble. Comment est-ce que produire des images soigne, et donc comment aussi les soignants de la douleur chronique t'accompagnent dans le fait de construire des images. Il y a de plus en plus de soins qui sont faits du côté de l'hypnose, du côté de la transe, du côté de la mise en image. Donc, comme le film lui-même, Douleur peinte, était une image qui soigne, il y a des gens qui ont dit cette image m'a réparée, je me suis sentie vue, j'ai profité du regard de Thomas l'aidant à caméra. Donc, on est en train comme ça de chercher à construire une vraie production pour l'inscrire dans le temps long et qu'il soit porté, ce film. Ça s'appellera Les yeux. Enfin, pour le moment, ça s'appelle Les yeux fermés, parce que des fois, les titres changent. Ça, c'est une chose comme ça, longue haleine. Et moi, je suis en train d'écrire un projet de BD inapte. Un livre, oui. Un livre, voilà. Je voudrais que mes BD, qui sont pour le moment des petites capsules sur Instagram, je voudrais réfléchir à une forme un peu plus narrative de ce que c'est inapte. Inapte, c'est vraiment ce que je racontais tout à l'heure en disant... j'avais l'impression d'être, tu sais, au Monopoly, d'avoir perdu, quoi. Vous allez directement à la case prison. Pour moi, c'était, vous allez être déclaré inapte.
inapte au travail, mais même plus largement inapte à être une humaine de la société, en fait. Et donc, c'est tout ce cheminement pour dire qu'au final, tu es très fier d'être inapte. Tu es là, je suis inapte à une société que à certains égards, ne cautionne pas tant. Et donc, on va assumer d'être dans un cheminement, justement, hors de la norme, de construire notre cheminement. Donc ça me rend très, très heureuse aussi. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup de ton écoute et de tes questions. Je me sens très bien accueillie et comprise. Merci beaucoup.